Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Al24 News, nous sommes en direct pour un nouveau numéro de votre émission L'échiquier international. Avec l'éclatement du conflit ukrainien, le monde est entré dans une nouvelle ère d'incertitude avec de multiples menaces sur la paix dans le monde. Près de 8 mois après le lancement par la Russie de son opération militaire spéciale en Ukraine, en Occident, la crainte d'une guerre nucléaire n'a jamais été aussi pesante et présente dans le débat. Ces dernières 48 heures après l'attaque du pont de Crimée, une infrastructure clé stratégique pour la Russie, de nombreux analystes parlent d'un nouveau tournant dans ce conflit. On s'interroge dans cette émission sur le cours que cette guerre va désormais prendre avec mes invités ce soir. Dimitri Dekochko, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes journaliste et réalisateur, président de France Oural et cofondateur de l'Union des russophones de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gamal Abina est également notre invité. Bonsoir Gamal. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vous êtes journaliste et militant. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de commencer le débat, retour d'abord en images sur ce qui s'est passé ces dernières 48 heures après l'attaque survenue samedi contre le pont de Crimée. La réponse directe de Moscou n'a pas tardé à arriver avec le bombardement par l'armée russe de Kiev, la capitale, ainsi que 14 autres régions en Ukraine, des frappes confirmées par Vladimir Poutine, le président russe, qui évoque des infrastructures énergétiques, militaires et de communication visées. Vladimir Poutine qui a d'ailleurs réuni son gouvernement ce soir pour un conseil de sécurité. Alors d'abord, messieurs, un mot sur cette réunion, sur la riposte russe. Poutine l'a clairement dit d'ailleurs ce soir. L'ampleur de la réponse russe correspondra aux menaces posées. Donc on commence par Monsieur Dekochko. Oui, absolument. C'est une riposte. C'est une riposte pas seulement à l'attentat terroriste contre le pont de Crimée. C'est aussi une réponse aux d'autres actes de terrorisme, notamment contre la région de Koursk, dans le sud de la Russie, où le président Poutine a notamment cité des attaques contre la centrale de Koursk et des tentatives de sabotage aussi du gazoduc qui va vers la Turquie et qui débouche en Turquie et qui évidemment a une certaine importance compte tenu du sabotage terroriste qui a eu lieu contre le Nord Stream 1 et l'un des tubes du Nord Stream 2. Dont les coupables là ne sont pas les Ukrainiens, mais sont, selon toute vraisemblance, et même, à mon avis, il est même inutile d'en douter, oui. Les marionnettistes essentiels du régime de Kiev. Donc oui, nous passons, c'est vrai, d'une opération militaire limitée, d'une opération presque, on pourrait presque dire, une opération de police, oui, à la guerre. Alors, lorsque Poutine donc parle d'une réponse qui correspond aux menaces posées, quelle est la portée de son message, Monsieur Dekochko? Eh bien, c'est que la Russie réagit. Alors, elle réagit, et cette obligation de réagir, elle est faite d'une part parce que depuis longtemps déjà, les autorités russes et notamment Poutine disaient attention, ne nous taquinez pas trop parce que notre réponse peut être très forte et peut en arriver à liquider l'existence même du gouvernement, enfin de l'État ukrainien tel qu'il est aujourd'hui. Là, on peut dire... J'ai déjà dit plusieurs fois, mais à la limite, c'était pas vraiment suivi des faits. Oui. On continuait à avoir tous les centres de commandement, toutes les infrastructures, les ponts de chemin de fer, et les Occidentaux en profitaient pour faire arriver de plus en plus de canons, de matériel, oui, etc. Ce qui a donné lieu notamment au revers
de l'armée russe et des armées alliées de Donetsk et de Lugansk dans la région de Kharkov et vers le front sud, avec en plus le massacre des habitants qui se sont retrouvés à nouveau sous domination ukrainienne et où les représailles ont été terribles, même si la presse occidentale n'en parle évidemment absolument pas. Donc voilà les raisons de cette escalade. Vous parlez d'une escalade, vous parlez également de la position des Occidentaux. Ces frappes russes, on l'a dit, ont été condamnées par les Occidentaux qui parlent d'une escalade inacceptable, de crimes de guerre. Gamal Abina, ça y est, on peut clairement parler d'une guerre déclarée cette fois-ci après ce qui s'est passé sur le pont de Crimée et maintenant avec ces frappes russes, notamment sur la capitale Kiev. C'est pas la grande guerre, contrairement à l'idée reçue, parce que là, c'est pour faire monter un peu les enchères. En vérité, quand on regarde bien avec un pas de recul, ce qui n'est pas le cas, c'est qu'ils ont bombardé le matin, avant 8 heures du matin, donc quasiment personne dans les rues. Ils n'ont frappé qu'avec 83 missiles qui ont été des frappes de haute précision. L'objectif, évidemment, des Russes, c'est de montrer qu'ils peuvent frapper où ils veulent, quand ils veulent, et de façon très ciblée, puisque la plupart des zones qui ont été frappées sont des zones inhabitées, des carrefours, de voitures qui ont été touchées, un jardin d'enfants, dans lequel il n'y avait pas d'enfants le matin, évidemment. Et surtout l'idée que c'est Poutine qui avait prévenu, si vous touchez, alors ce qu'il appelle la Russie aujourd'hui, c'est très clair, c'est la Crimée, il l'appelle Russie, donc il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Si vous touchez les territoires russes, course que je n'ai pas été trop au courant de ce qui s'est passé par rapport à ces actions de sabotage, mais une chose est certaine, c'est que le terrorisme, c'est un truc que Poutine n'aime pas. Il l'a démontré dans son pays, il l'a démontré en Syrie. À chaque fois qu'il y a une action terroriste qui est conduite, même au Liban à l'époque, c'est pas Poutine, mais dans tous les cas de figure, la tradition de l'URSS et des Russes aujourd'hui, c'est certainement pas négocier avec des actions terroristes. Or, il se trouve qu'il y a effectivement eu une action terroriste indiscutable et des actes de sabotage. L'action terroriste, c'est celle de l'attaque du pont de Crimée. Là, on parle de bombes, ça démontre deux choses. La première, que si les Ukrainiens en sont arrivés à des actes de sabotage de terrorisme, c'est qu'ils n'ont pas les moyens militaires de faire face. Oui. Et la seconde surtout, c'est que les Russes viennent de faire monter d'un cran le niveau de frappe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ils avaient épargné la capitale, Kiev. Là, ils ont tapé dans toutes les villes du pays, de l'extrême nord à l'extrême sud, en passant par l'est, et de façon simultanée. Ils ont frappé de façon ciblée, de façon précise. Et là, on peut parler, pour le coup, contrairement à l'Irak, quand les Américains bombardaient massivement de chez... Oui. Ils parlaient de frappe chirurgicale, alors que c'était une boucherie sans nom. Là, on parle bien de frappe chirurgicale, parce que le bilan des courses de l'aveu des Ukrainiens, ce serait 11 morts. Encore une fois, 11 morts, c'est un bilan extrêmement faible, vu l'importance des missiles qui ont été lancés, et vu la précision des tirs. Mais une chose est certaine, c'est que les Russes n'ont pas supporté cette contre-performance quand ils ont perdu la bataille il y a une semaine, et que depuis une semaine, les Occidentaux ont tendance à se moquer d'eux, à les prendre pour les imbéciles. Or, les capacités offensives russes, je le rappelle tout de même à titre indicatif, restent sur un plan conventionnel la première puissance mondiale. Alors, Gamal Abina, au même moment, il faut souligner que les Occidentaux parlent d'avancement des forces ukrainiennes ces derniers jours, ces dernières semaines. Les Occidentaux qui veulent absolument de cette guerre d'usure pour justement affaiblir la Russie. Pensez-vous que la Russie pourra résister dans cette opération militaire en Ukraine ? Alors déjà, de parler de résistance, c'est faire croire, enfin là c'est écouter le vocabulaire ridicule occidental. Je veux dire déjà la résistance en termes de sanctions économiques, on voit ce qui se passe, c'est la panique en Europe parce qu'il n'y a plus d'énergie. En termes de sanctions internationales, il n'y a que les Occidentaux qui ont sanctionné les Russes. Le reste du monde, 80% de la population mondiale, non seulement n'a pas sanctionné, mais ne veut pas l'entendre parler. Et surtout, en termes d'offensive, il y a eu une contre-offensive surprenante des Ukrainiens, indiscutablement. C'était une belle bataille, une belle victoire qui a coûté quand même 10 000 hommes, mais qui a récupéré des territoires quasiment inhabités. Et là, ils se heurtent aux villes maintenant. Et surtout de dire, est-ce que les Russes vont résister ? Moi, j'entends ça depuis quelques jours dans les médias français, et ça me fait rire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le géant russe va se retrouver en difficulté face au nain ukrainien. Non, les Russes ne sont pas l'Afghanistan des années 80 jusqu'à 89. La Russie n'est pas en difficulté parce que la population ukrainienne est pour partie pro-russe et pour partie pro-ukrainienne. Donc, on n'a pas le même théâtre et surtout les Russes de 89 étaient en bout de course, c'était l'URSS finissante, la Russie d'aujourd'hui est surpuissante. Donc, une population qui lui est favorable avec une puissance militaire considérable, une puissance économique indiscutable, ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'ils soient en difficulté.
Cette thèse, pourquoi je parle de ça? Cette thèse est étroitement liée au changement au sein de l'équipe du président Vladimir Poutine. Je me tourne d'ailleurs vers Monsieur Dimitri Dekochko. Qu'en pensez-vous de ce, on va dire, de cette opération militaire russe 8 mois après son lancement? D'abord, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit l'autre invité. Vous voyez, Monsieur Gamal Abina. Gamal Abina, monsieur Gamal Abina. Écoutez, alors il faudrait même ajouter d'ailleurs parmi les motifs de représailles l'assassinat quand même de Dasha Dugina Oui. dans la région de Moscou même, Mhm. c'est-à-dire là aussi près de la capitale russe. Donc c'est encore un autre acte de terrorisme qui s'est rajouté à tout le reste. Pour ce qui est de l'opération militaire, il est clair que la Russie a sans doute sous-estimé ce qui a été mis par l'OTAN et ce qui a été préparé depuis 8 ans, et même avant, sans doute depuis 2004, depuis le pouvoir de Yushchenko, en matière d'entraînement, d'encadrement des troupes, notamment avec les fameux bataillons et régiments Azov, qui sont d'idéologie néo-nazie, pour des tas de raisons, mais enfin, il n'empêche des néo-nazis dont ils se revendiquent. Même le chef d'état-major, je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, le chef d'état-major ukrainien, qui est un général qui semble être un bon tacticien en plus au niveau militaire, il arbore un bracelet sur lequel il y a des croix gammées. Donc vous voyez, pour les Européens occidentaux, ils sont totalement incohérents, il faut bien le dire, dans leur façon de soutenir le régime de Kiev. Et il est bien évident que c'est vrai qu'en Ukraine, il y a une partie de la population qui est russe et pro-russe, et puis une autre partie qui est pro-otanienne ou qui se réclame d'un nationalisme ukrainien qui a été entretenu et qui en est arrivé à zombiser en quelque sorte toute une partie de la population depuis 2004 et notamment toute la jeunesse. Ce qui explique cette motivation quand même des troupes ukrainiennes et malheureusement aussi leur sacrifice, parce que les offensives qui ont été menées et dont la presse occidentale a dit que c'était la déroute de l'armée russe, ces offensives ont coûté très 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 cher militairement à l'Ukraine, et ça veut dire toute une génération de jeunes hommes qui sont massacrés, parce que la tactique employée par les troupes du régime de Kiev, c'est de mettre en avant des jeunes gens recrutés un petit peu rapidement dans ce qu'ils appellent les brigades territoriales, dans les forces territoriales, et puis derrière arrivent des mercenaires de l'OTAN déguisés en mercenaires, parce qu'on pense qu'il y a de plus en plus de troupes régulières. C'est des faits avérés, hein, monsieur Dekochko. Américaines, anglaises et françaises, malheureusement. Oui, alors on va rester sur la stratégie militaire de la Russie, donc avec ce changement au sein du commandement de l'opération militaire russe en Ukraine. Toujours avec vous, monsieur Dekochko, quel est votre point de vue, quelle est votre lecture sur ce changement? Quel sera le cours justement que suivra cette opération militaire russe dans les prochains jours, les prochaines heures même? Écoutez, là, vous voyez, on parle toujours là, d'État dictatorial terrible en Russie, etc. Je peux vous dire que la façon dont se déroulait l'opération militaire, et notamment quand il y a eu le rappel des réservistes, qu'on appelait la mobilisation partielle, il est évident qu'à l'intérieur de la Russie, ça a quand même fait des vagues. Alors bon, il y a eu évidemment le mouvement de toute une partie de la jeunesse qui ne voulait pas aller faire la guerre. Ce n'est pas qu'ils étaient forcément en désaccord, mais ils ne voulaient pas simplement, eux, se battre. Mais deuxièmement, et là, il y avait une vraie opposition et une vraie critique, c'est qu'on trouvait que l'état-major se montrait incompétent et était beaucoup trop modéré par rapport aux pertes que commençaient à subir les Russes et évidemment à l'infériorité numérique
des troupes engagées aux côtés des troupes de Donetsk et de Lugansk, mais par rapport aux Ukrainiens, ils en étaient Ukrainiens et mercenaires de l'OTAN maintenant. Oui. Ils en étaient à quelquefois 1 pour 8 dans la région de Kharkov notamment et de Kherson où ils se sont fait bousculer et où ils ont été obligés de reculer en laissant de la population, même si elle n'était pas très nombreuse, en laissant une population aux mains des fanatiques ukrainiens qui ont beaucoup massacré. Oui. Donc c'est tout ça qui explique qu'on est passé au stade supérieur. Alors et évidemment, oui. le cas des attaques terroristes qui se sont multipliées sur le territoire russe, donc en matière sur le pont de Crimée, qui est territoire russe, à Koursk, le long de la frontière de Belgorod, qui est aussi une ville russe du sud, et évidemment l'attentat contre Dasha Dugina, plus plusieurs arrestations de terroristes ukrainiens des services secrets de la SBU qui ont été faites notamment à Rostov-sur-le-Don et dans d'autres villes russes, sont un motif de montée d'un cran. Ouais. Avec, je vous dis en plus, la pression interne disons, de l'opposition patriotique. Oui. Qui trouvait que Poutine n'en faisait pas assez. Alors, très bien. Gabal Abina, j'aimerais justement revenir sur ce point précisément, qu'il y ait une réelle opposition à l'intérieur de la Russie sur la stratégie de guerre. C'est un fait. Oui, mais ça reste marginal. Je veux dire, les derniers sondages qui ont été faits par des établissements qui sont totalement, il faut être objectif un petit peu, qui sont totalement opposés à Poutine, ont témoigné du fait qu'il y a à peu près 90 à 95% de la population qui soutient son chef de guerre. Oui. On est en guerre, c'est un pays qui est en guerre face à des gens qui sont perçus comme des ukronazis, comme ils les appellent, ou des néo-nazis. Ensuite, c'est vrai que faire référence, alors là, la référence qui a été faite, c'est à quelqu'un que j'ai connu un petit peu sur des médias, par médias interposés. Oui. On partageait pas beaucoup, parce qu'une ultranationaliste, c'est Daria Dugina, la fille d'Alexander Dugin. Donc, je partageais pas beaucoup de choses avec elle, mais il y a une chose que je ne pouvais pas lui contester, c'est le courage. Et surtout, le fait qu'on l'ait assassinée à Moscou, ça a beaucoup énervé les Russes. Et ils ont dit qu'il y aurait des conséquences. Elle a été assassinée à la place de son père, en substance, par l'explosion de son véhicule. Il se trouve que le jour où elle a été assassinée, c'est le jour où nous devions faire une émission sur un autre média ensemble le matin à 11h. Donc, on a vu écran noir, très surpris, puis après on a compris qu'elle avait été tuée. Et bien cela, c'est un élément important, parce que ce sont les ultranationalistes russes qui ont à cœur cette grande Russie qui a été perdue en 91, et de faire en sorte que les peuples de langue russe soient préservés. Et il se trouve qu'en frappant à l'intérieur de la Russie, déjà avec cet attentat terroriste qui est clairement un acte terroriste, là-dessus il n'y a pas à négocier, plus l'attaque du pont de Crimée, plus différentes opérations, semble-t-il, menées de sabotage, évidemment, avec Nord Stream 1 et 2 par les États-Unis. On se rend bien compte qu'il faut des moyens importants pour faire des opérations comme celle-là, c'est 100 mètres de profondeur quand même, les gazoducs. Eh bien, les Russes l'ont très mal pris. Poutine ne négocie pas avec le terrorisme, il a dit, ne négocie pas avec les nazis et les néo-nazis, parce qu'en substance, on parle beaucoup des Ukrainiens. Je tiens à rappeler, j'invite tous les téléspectateurs à regarder quelque chose qui m'a frappé récemment, c'est de voir que le logo de la défense ukrainienne, c'est une croix de fer allemande. C'est-à-dire qu'ils ont le logo de la croix de fer des nazis, ce qui est quand même très particulier. C'est vous dire à quel point, malheureusement, l'idéologie nazie, qui n'avait rien à faire en Ukraine. C'est des choses que réfutent les Occidentaux, on le voit dans les débats, dans les médias occidentaux actuellement. Alors, il se trouve que je ne suis pas invité dans les médias occidentaux parce qu'évidemment, je leur poserai problème. Mais en substance, quand vous leur opposez le fait que s'il y avait un seul néo-nazi en France, en Angleterre ou aux États-Unis, il sera en prison. Alors que là, on peut s'autoriser à en avoir 5 à 10 000 dans l'armée régulière, comme si de rien n'était, avec des symboles hitlériens, avec les croix de fer, avec les doubles zigles, la SS. Ouais. Tout ça, c'est des éléments qui sont quand même gravissimes, mais évidemment, ils réfutent ça. Pourquoi ? À l'évidence, et c'est très documenté par des Français. On a eu un documentaire français après l'affaire de Maïdan en 2014 qui a expliqué que ces néo-nazis revendiqués, ces bandéristes, donc c'est le courant idéologique de Stéphane Bandera, sont toujours présents et surtout ont infesté le Parlement. Donc là, ça ne veut pas dire que tous les Ukrainiens sont néo-nazis, ce serait faux de le dire. Oui. C'est vrai qu'il y a des Ukrainiens qui sont juste nationalistes ukrainiens, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas évident. Gabal Abina, on va revenir au débat parce qu'il nous reste peu de temps. J'aimerais m'intéresser à la position des Occidentaux face au dernier développement, monsieur de Koshko. Il y a eu, après donc, ces frappes sur Kiev, des réactions du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a également annoncé avoir convenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz de la tenue d'une réunion en urgence du G7.
Quelles pourront être donc les conclusions de cette réunion? À quoi peut-on s'attendre côté occidental actuellement? Avec nouvelle déclaration, Scholz, il ferait mieux de s'occuper de ce qui va se passer en Allemagne, qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de gaz, qui va faire face, heureusement, je dirais, à une résistance populaire qui est excédée par cette politique totalement irresponsable, aux menées de Madame von der Leyen, que personne n'a élue et qui se permet de dépenser des milliards et des milliards de l'Union européenne pour ces menées qui sont des fois difficiles à justifier. Oui. Et donc, je pense que le G7 donnera la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont annoncer peut-être un 9e train de sanctions. Là, von der Leyen a dit à Tallinn qu'elle allait se préoccuper de boucher toutes les faillites de l'application des sanctions qui permettent d'être contournées, etc. Il y aura également des livraisons. Oui, oui. Mais actuellement, alors rajoutons encore une chose, c'est que les coups qui ont été portés aujourd'hui en représailles donc par l'artillerie et par les missiles russes, ils ont notamment détruit la centrale à charbon. Ils n'ont pas touché aux centrales hydroélectriques et aux centrales atomiques, hein, vous remarquerez. Oui. Et donc, la centrale qui alimentait l'usine de Krivoy Rog, qui est une usine métallurgique qui fait les métaux, les aciers spéciaux pour faire des cuves de centrales atomiques. Or, la France, dans la mesure où ils ont mené une politique en France d'abandon des centrales atomiques, des centrales nucléaires, eh bien, beaucoup de cuves sont rouillées et il va donc falloir les changer. Or, le métal pour changer l'intérieur des cuves, il était produit à Krivoy Rog. Donc, on va avoir encore un petit problème en plus de l'énergie. Et c'est de ça qu'on ferait bien de s'occuper en Europe, au lieu de faire la leçon à tout le monde et de menacer les gens. Très bien. Donc, quand on dit le G7, Gamal Abina, on parle bien entendu des États-Unis également. Les États-Unis, principal pourvoyeur d'armes aux Ukrainiens. Donc, cela encourage la guerre, si l'on puisse dire. Vous savez, on va parler des choses qui vont fâcher, mais qui sont des réalités tristes. On ne fait pas la guerre pour la paix ou les petits oiseaux, on fait la guerre pour l'argent. Les États-Unis ont encouragé à plein régime à la guerre, ils ne se mouillent pas, mais par contre vendent beaucoup d'armes. Ils viennent de signer un contrat magnifique avec les Allemands de 100 milliards de dollars, comme si l'Allemagne avait une crainte d'être envahie par les Russes. Ils viennent d'endetter l'Ukraine éternellement quasiment. Il y a pour 100 ans d'endettement parce qu'ils annoncent qu'ils prêtent de l'argent, mais ils ne prêtent pas de l'argent, ils ne donnent pas des armes, ils vendent des armes. Les États-Unis ont eu un intérêt à ces guerres pour une seule raison. Ils ne voulaient pas de Nord Stream 1 et 2 et ont tout fait pour qu'il y ait une brouille entre l'Allemagne et la Russie. Et il se trouve que Madame von der Leyen, alors von en allemand, ça signifie que c'est une aristocrate. Von der Leyen, dont le passé n'est pas très clair, cette femme-là joue contre son propre camp, son pays d'origine. Et les États-Unis se frottent les mains parce que l'Allemagne, qui est sortie depuis le mois dernier du dernier règlement de la dette abyssale qu'elle avait de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui va se retrouver mise en difficulté parce que son tissu industriel, qui est très orienté à l'Est, n'est plus alimenté par l'énergie dont ils ont besoin cruellement, qui vient de l'Est évidemment. Et ce qui se passe, c'est que le G7, qui sont les 7 grands argentiers de la planète, voudrait un train de sanctions contre les Russes qui ne peuvent pas tenir, puisqu'on ne peut pas sanctionner la Russie. C'est un grand pourvoyeur d'argent, ils sont très riches, ils ont du pétrole, du gaz et toutes les terres rares possibles et imaginables et ils sont en liaison avec la Chine. Mais en revanche, les États-Unis sont les grands gagnants, comme toujours d'ailleurs, de toutes les guerres en Europe. La Première Guerre mondiale leur a profité, ils sont devenus première puissance. La Seconde Guerre mondiale, ils ont lancé un plan Marshall d'endettement, ils ont ramassé des sommes faramineuses d'argent et à nouveau, ils ramassent de l'argent à la faveur d'une guerre qu'ils ont provoquée. Alors un mot avant de rendre l'antenne sur cette menace qu'on agite actuellement sur donc le risque d'une guerre nucléaire. Qu'en pensez-vous, Monsieur De Cocheco? Est-ce qu'on peut justement ce conflit peut aboutir à une guerre nucléaire? Écoutez, franchement, je ne peux pas lire dans le marc de café, hein. Mais je voudrais simplement rajouter qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, l'un des buts de cette guerre provoquée contre la Russie sur le terrain ukrainien est effectivement aussi
un affaiblissement de l'Europe occidentale, une cannibalisation de l'Europe occidentale par les États-Unis et évidemment le vieil objectif anglo-saxon et américain d'empêcher que l'Europe et notamment l'Allemagne s'unissent avec la Russie pour faire un pôle continental qui puisse contester l'hégémonie américaine sur le monde. C'est exactement ça l'objectif. L'autre objectif, peut-être à plus long terme, s'ils n'y arrivent pas cette fois-ci, c'est de diviser la Russie en plusieurs principautés qui seront très faciles à monter les unes contre les autres et à piller leur richesse d'une manière très simple. Donc, si ça ne marche pas, puis le conflit nucléaire peut être envisagé. Ça ne sera pas du côté des Russes que ça commencera, parce qu'ils auraient déjà pu le faire, puisqu'ils ont une supériorité nucléaire. Merci, monsieur monsieur Dimitri de Koshko pour cet éclairage. On m'indique qu'on arrive à la fin de l'émission. J'aurais voulu donner le dernier mot à monsieur Gamal Abina, mais on va vous réinviter. Ne vous inquiétez pas pour encore en reparler. Merci beaucoup à mes deux invités de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je vous remercie, chers téléspectateurs, j'y arrive, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.